Et au-delà des lobbies et de l'inertie logistique, il y a un autre conflit, plus discret, plus sourd, mais tout aussi explosif, celui de la dette carbone. Parce que le combat pour le climat est un combat collectif, qui ne peut être gagné que si tout le monde fait sa part. Mais depuis 2 siècles, les pays riches ont brûlé charbon, pétrole, gaz pour se développer. Résultat, ils ont consommé l'essentiel du budget carbone de la planète, c'est-à-dire la quantité de CO2 qu'on peut encore émettre sans déclencher un chaos climatique. Et aujourd'hui, alors que le budget carbone est quasiment consommé, les pays du Sud arrivent à leur tour, et on leur impose de faire en vert ce que le Nord a fait en noir, c'est-à-dire assurer son développement sans utiliser les mêmes leviers énergétiques. C'est ça le dilemme de la dette carbone. Et c'est là que ça bloque. Parce que pendant que le Nord a construit ses autoroutes et ses usines, le Sud, lui, demande juste de quoi sortir de la pauvreté. Alors qui doit financer la transition ? Ceux qui ont bâti leur richesse en émettant sans limite ? Ou ceux à qui on refuse aujourd'hui ce droit au nom de l'urgence climatique ? En 2009 à Copenhague, le problème est mis clairement sur la table lors de la COP15. La réunion tourne au clash et la tension monte. Finalement, les pays du Nord promettent vaguement 100 milliards de dollars par an pour le climat. Mais en face, on réclame des garanties, pas des promesses en l'air. Les accords n'étant pas contraignants, aucun texte ne sera adopté par la COP. Ce fiasco fera date dans l'histoire de la lutte pour le climat, et pendant ce temps, les émissions de CO2, elles, continuent de grimper. Les subventions, elles aussi d'ailleurs. 500 milliards de dollars sont encore dépensés chaque année pour subventionner les énergies fossiles, soit 5 fois plus que l'aide climatique promise. L'inertie du système est totale.